l'invité de la matinale. KTO Radio. On prend la direction de Monaco ce matin, fête nationale de la principauté en ce 19 novembre. Une journée de commémoration qui débute par une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame Immaculée à suivre sur la chaîne YouTube de KTO à partir de 9h30. Messe à laquelle doit notamment participer le prince Albert II car le catholicisme y est religion d'État. Alors quelle place occupe le catholicisme dans l'histoire et les traditions de Monaco ? On le découvre ce matin avec Thomas Fouilleron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes directeur des archives et de la bibliothèque du Palais de Monaco. Alors, c'est une tradition. Chaque fête, chaque célébration de la fête nationale à Monaco débute toujours par une messe d'action de grâce ? Oui, absolument. Le schéma actuel de la fête nationale a été à peu près fixé sous le règne du prince Charles III, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et c'est dans la Constitution de 1962, vous l'évoquiez, que le catholicisme a été inscrit comme religion d'État, donc sous l'autorité du prince Régnier III. Cette fête nationale est aussi surnommée Fête du Prince. Parlez-nous un peu de cette histoire, en tout cas pourquoi on y commémore le souverain. Oui, vous avez raison. Avant d'être une fête nationale, c'est avant tout la fête du prince. Et elle est devenue finalement nationale dans une sorte donc d'invariant fixé au 19 novembre, seulement en 2005, donc à la mort du prince Régnier, puisque à partir de là, il y a une déconnexion entre le jour du saint patron du souverain et la fête nationale. Jusqu'alors, c'était donc le jour de la Saint-Charles, si l'on était sous le règne de Charles III, le jour de la Saint-Albert, si on était sous le règne du prince Albert Ier, le jour du bienheureux Régnier, si on était sous le règne du prince Régnier III, qu'avait lieu la fête nationale. Donc son jour changeait en fonction du règne. Et en hommage aux 56 années de règne du prince Régnier III, son père, le prince Albert II a décidé de la fixer définitivement, a priori, le 19 novembre, en faisant de fait, à ce moment-là, une fête véritablement nationale et un peu moins une fête du prince, puisqu'elle n'est plus tributaire du prénom du souverain. Un mot également sur les particularités de la principauté de Monaco, c'est intéressant. Il existait de nombreuses principautés comme celle de Monaco il y a encore 1 ou 2 siècles. Qu'est-ce qui fait que Monaco ait réussi à garder cette identité, cette particularité ? Alors c'est vrai que c'est l'histoire de Monaco, son histoire si particulière qui fait aujourd'hui sa légitimité sur la scène internationale. Des petites souverainetés comme Monaco, il en existait des dizaines au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et finalement tout ont disparu, envolé au moment de l'unification de l'Italie, de l'Allemagne, donc au 19e siècle où les grands États-nations se sont formés. Et je crois que c'est peut-être sa petitesse, son exiguïté. Monaco a été réduit en 1848 véritablement à une cité-État. Monaco n'a jamais été bien grand, mais Monaco appartenait à Monaco, Menton et Roquebrune, donc 2 communes aujourd'hui françaises, mais qui faisaient de la souveraineté des Grimaldi un État à peu près d'une vingtaine de kilomètres carrés. Et en 1848, le Printemps des peuples a réduit ce territoire à une bande littorale de 4 km de long et de 500 mètres de large, donc à peu près 1,5 km². Aujourd'hui, 2 km² avec les extensions sur la mer du XXe siècle. Et vous l'avez dit, le catholicisme est religion d'État à Monaco depuis 1962-63, c'est ça ? Oui, depuis 62 dans la Constitution, mais en réalité, le lien des Grimaldi avec la papauté, avec la chrétienté, sont évidemment beaucoup plus anciens. Il faut rappeler que dans les 2 grands partis qui s'opposent dans la République de Gênes, puisque les Grimaldi sont d'origine génoise, Monaco même était la forteresse frontière occidentale de la République de Gênes au Moyen-Âge, eh bien, les Grimaldi faisaient partie du parti du pape, c'est-à-dire qu'ils
ils étaient guelfes face aux Gibelins qui étaient, eux, partisans de la suprématie de l'empereur romain germanique dans l'Europe du Moyen Âge. Et puis la devise dynastique, la devise des Grimaldi, c'est évidemment Deo Iuante, avec l'aide de Dieu. Donc on voit que finalement la constitution de cette souveraineté autour des Grimaldi a toujours bénéficié de l'autorité pontificale, de la protection pontificale. C'est en 1524 que le pape reconnaît la souveraineté des Grimaldi sur Monaco. Donc il y a plusieurs étapes dans la constitution de cette souveraineté des Grimaldi, mais c'est à la faveur du contexte général des guerres d'Italie et d'un exercice de la souveraineté par un évêque, Augustin Grimaldi, qui est seigneur viager de Monaco, qui est en réalité un peu le régent de Monaco pour son neveu, qui est alors à ce moment-là encore un tout petit enfant, que le pape a l'occasion de reconnaître cette souveraineté de Monaco, autorisant donc un de ses évêques, l'évêque de Grasse, Augustin Grimaldi, à exercer temporairement une charge temporelle en dehors de sa charge spirituelle d'être l'évêque de Grasse. Vous parlez des Grimaldi, cette grande famille dont descendent tous les souverains monégasques, on peut le dire? Oui, absolument. Donc, ça en fait évidemment une des dynasties aujourd'hui les plus anciennes régnant en Europe, puisque le premier Grimaldi à avoir posé le pied sur le rocher, c'est en 1297, c'est François Ah oui. Grimaldi. Mais comme je vous l'ai dit, il faut attendre quelques dizaines d'années pour que cette famille génoise s'émancipe de cette mère patrie génoise et conçoive véritablement le projet de créer quelque chose de nouveau, de créer un territoire indépendant, autonome, qui va bénéficier dans sa situation un petit peu privilégiée entre France et Italie, même si les deux pays n'existent pas, en tout cas l'Italie n'existe pas encore, mais on est dans une situation de frontière, de zone d'influence entre le roi de France, l'empereur et Charles Quint, et c'est ce qui amène évidemment cette émergence de la souveraineté des Grimaldi, parce qu'ils pratiquent un peu une politique de la bascule entre les grandes souverainetés qui dominent l'Europe à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et il y a ensuite finalement une sorte de génie dynastique à avoir su se jouer des vents de l'histoire, des vents parfois contraires, de la Révolution française. C'est le moment, d'ailleurs le seul moment, où Monaco perd son indépendance entre 1793 et 1814, lorsque la jeune République française annexe Monaco temporairement et jusqu'à la chute de Napoléon Ier. L'archevêque a une place importante au rang protocolaire au sein de la principauté de Monaco, juste en dessous du ministre d'État, je crois. L'Église catholique a-t-elle une influence aujourd'hui encore dans le vote des lois monégasques ? Alors, de manière indirecte, évidemment, puisque c'est un Parlement, un Conseil national formé de 24 membres élus par la population de nationalité monégasque qui vote la loi. Mais évidemment, l'archevêque est une autorité morale incontestable par le rang protocolaire, vous l'avez rappelé, que lui donne la religion d'État, le catholicisme comme religion d'État, donc par la Constitution. Et c'est une autorité qui reste évidemment écoutée par les législateurs, par les deux co-législateurs, puisque il est évident que si c'est le Conseil national qui vote la loi, il faut l'accord des volontés, c'est l'expression de la Constitution, entre le prince et les représentants élus de la population monégasque pour qu'une loi puisse être votée. Je voudrais qu'on parle maintenant, Thomas Fouilleron, de Sainte Dévote, la sainte patronne de Monaco, fêtée chaque 27 janvier. Sainte Dévote qui est une jeune fille née en Corse où elle fut martyrisée au début du IVe siècle. Comment est-elle devenue la sainte patronne de la principauté ? Alors, c'est effectivement une longue histoire. Effectivement, le récit hagiographique de la passion de Sainte Dévote et de la translation de son corps de la Corse vers le port de Monaco, vers le vallon des Gomates, là où aujourd'hui encore se dresse donc l'église Sainte Dévote, où son corps a été enseveli, où ses reliques ont été conservées. C'est une sainte qui est promue au XVIe siècle comme
véritablement la protectrice de la souveraineté que les Grimaldi sont en train de construire. Au départ, les Grimaldi sont sous la protection, comme famille génoise, de Saint Jean-Baptiste. Et c'est d'ailleurs pour cela que Saint Jean-Baptiste est le vocable de la chapelle palatine, de la chapelle du Palais Princier. Mais à partir du XVIe siècle, évidemment, les Grimaldi voient l'intérêt de promouvoir le culte de Sainte Dévote dans les 3 territoires dont ils ont la charge, Monaco, mais aussi à l'époque Menton et Roquebrune, comme un élément évidemment d'unification, de dévotion, comme une figure d'intercession en réalité. Et on voit à ce moment-là la figure de Sainte Dévote se développer sur les monnaies frappées par les princes de Monaco, dans des chapelles qui sont créées dans les églises de Roquebrune, de Menton, et lorsque par exemple les Espagnols, la garnison espagnole qui était devenue une troupe d'occupation, lorsque les Grimaldi ont choisi à nouveau la France comme puissance protectrice au XVIIe siècle, eh bien on expulse cette garnison espagnole au cri de Viva Santa Devota. Donc c'est véritablement aujourd'hui une deuxième fête nationale qui est, vous l'avez évoqué, le 27 janvier, donc la fête de Sainte Dévote, avec l'embrasement la veille de cette barque symbolique qui est la barque évidemment qui représente sa venue de la Corse jusqu'au port de Monaco, mais qui est aussi, alors c'est un peu là une légende, qui est la barque d'un pêcheur qui aurait tenté de voler les reliques de Sainte Dévote autour de l'an 1000. Sainte Dévote est une fête particulièrement célébrée à Monaco. Oui, c'est évidemment un moment de rassemblement. C'est un moment justement dans la période hivernale où il n'y a peu de touristes. Nous ne sommes plus à l'époque de la saison d'hiver. Ça, c'était évidemment au 19e siècle, au moment du lancement de Monte-Carlo. Donc, c'est un petit peu un moment où la communauté monégasque se recueille autour de la famille souveraine. Et c'est un moment aussi de transmission. Depuis que les enfants princiers, donc le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, sont en âge de commencer à comprendre le rôle qui sera le sien, qui sera le leur, eh bien, le couple princier associe ses enfants à l'embrasement de cette barque symbolique le 26 janvier. Et évidemment, ce moment-là suscite la présence donc massive de la population monégasque sur le parvis de l'église Sainte-Dévote. Une dernière question, Thomas Fouilleron. Qu'est-ce que cette ferveur dit du lien entre le catholicisme et la principauté de Monaco ? Je crois que c'est un peu l'ADN de la principauté, puisque sans, comme je vous l'ai dit, ces racines chrétiennes des Grimaldi, et même plus que chrétiennes, je dirais, son lien avec la papauté, évidemment, Monaco n'aurait pu affirmer sa souveraineté, puisque cette reconnaissance de la souveraineté par le pape en 1524, parallèlement à la reconnaissance par l'empereur Charles Quint et par le roi de France quelques années plus tôt, a été décisive. Une reconnaissance par le pape de la souveraineté monégasque au XVIe siècle, je dirais que ça équivaut à l'admission à l'ONU de Monaco en 1993, toute proportion gardée. Donc il reste évidemment, non pas comme un reliquat, mais lié aux différentes fêtes évidemment religieuses, un fort sentiment d'attachement de Monaco à ses racines chrétiennes. Merci Thomas Fouilleron d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais de Monaco qui célèbre donc aujourd'hui sa fête nationale. Écoutez, bonne fête nationale à vous. Merci beaucoup, bonne journée.